den rechten La cantante de María, 200 ans, à peine 2% de la rechten Teil an der Nordseite sowie des Außenbereiches links neben der population idéale Moving forward. Une typologie des modes d'habiter périurbains. On nous a dit surtout ne faites pas de méthodologie, mais je vais commencer par un tout petit point. Oui, alors vraiment pas beaucoup, s'il vous plaît. Pour dire que c'est une enquête assez lourde faite auprès de 913 ménages sur l'ensemble des schémas de déplacement sur un mois, donc pas seulement du domicile-travail, mais aussi les déplacements de chalandise, de loisirs liés aux sociabilités et au recours aux services, et que cette enquête elle a eu lieu donc dans la région Pays de Loire, avec toutes les limites que ça peut avoir en termes d'extension à d'autres espaces. Le but, c'est bien de mesurer la diversité des modes d'habiter. La commande était une commande publique, donc d'éclairer l'action de ce point de vue-là. Et donc je vais commencer par décrire cette diversité des modes d'habiter. Et je vais tester deux hypothèses. Une première hypothèse sur le rôle de la composition sociale et des déterminants sociaux dans la formation de ces modes d'habiter. Et une deuxième hypothèse sur le fait qu'il peut-être exister une structuration spatiale, notamment selon la distance au centre, ce qui est l'hypothèse habituelle. Je conclurai en présentant quelques pistes pour l'action à la lumière de cette typologie des modes d'habiter périurbains en faveur donc de mobilité durable dans les espaces périurbains, puisque c'est le thème de ce forum. Donc, premier point, arriver à mesurer la diversité des modes d'habiter. Je vais fonctionner par des petites figures comme celle-ci, avec en gros 9 types différents. Voilà un premier type très centré sur le village périurbain et plus exactement d'ailleurs sur le logement, avec très peu de déplacements, essentiellement un déplacement domicile-travail. Vous aurez compris que c'est la figure du repli sur le logement, et que ça représente quand même aux alentours du quart des modes d'habiter dans ces espaces périurbains. On a des variantes à cette figure, deux variantes qui sont plus difficiles à mesurer. D'une part, ce que vous avez à gauche, ce qu'on a appelé les reclus, et c'est surtout des recluses qui ne vivent quasiment plus que sur le logement et qui n'ont pas de mobilité autonome, et l'autre figure qu'on a repris, pardon, il fallait rester là, voilà, merci, qu'on a repris évidemment des travaux de Lionel Rouget, sur les captifs qui sont souvent des captives, où cette fois le désir de ville est contrarié par les difficultés financières en particulier. Donc trois types complémentaires. Un quatrième type très courant, vous voyez que c'est très centré sur le village périurbain. L'essentiel des déplacements en dehors du déplacement domicile-travail sont des déplacements faisant appel aux ressources du village, avec notamment tout ce qui concerne les loisirs et la sociabilité. Et ce type qu'on a appelé donc le villageois, qui est très centré sur sa commune. Là aussi, c'est en gros à peu près un quart de la population. Et on peut se demander si, quelque part, ce n'est pas l'une des figures les plus durables, je mets des guillemets, en termes de mobilité. Ensuite, deux autres types un petit peu à la fois voisins et différents. Voisins parce que c'est un peu les mêmes catégories sociales, mais différents parce que c'est structuré du point de vue spatial différemment. Donc cette figure qui est celle du navetteur qui alterne constamment entre ville et village et qui se définit en tant que tel, qui se vit en tant que navetteur, et qui n'hésite pas à alterner, y compris le week-end, entre le centre de la ville et le village périurbain. Ça représente à peu près un ménage, une personne sur 10. Et une autre figure beaucoup plus centrée sur les pôles périphériques, au point qu'on peut considérer que la périphérie devient presque le centre de la vie sociale pour ses habitants, qui représentent là aussi à peu près une personne sur 10. À la fois le travail, les sociabilités, évidemment les déplacements liés à la chalandise sont essentiellement axés sur ces pôles périphériques. Et on observe sur ce type en particulier vraiment des formes de programmation très fortes et des boucles
entre les différents pôles périphériques qui se construisent au quotidien. Le type suivant, qui est peut-être celui qu'on imagine le plus dans les espaces périurbains, avec certaines catégories bien spécifiques. Il s'agit donc du multicompétent qui est à la fois centré sur son logement, qui utilise les ressources du village périurbain, qui connaît également les ressources des pôles périurbains à proximité, mais qui travaille souvent en ville, qui utilise l'ensemble des ressources urbaines. Sur l'ouest de la France, ce que nous avons étudié, c'est bien l'ensemble de l'aire métropolitaine qui est parcouru, pas forcément exactement au quotidien, mais au moins de façon hebdomadaire. Et là aussi, ça représente quand même à peu près un gros quart de l'ensemble de la population, ce qui est loin d'être négligeable. Et on peut faire remarquer que c'est un petit peu le modèle que avait décrit par exemple Yves Chalas sur la ville au choix, ou François Hacher et ses métapolitains. Cependant, dans les formes un peu contemporaines de mobilité, on a quand même deux figures qui sont très modernes, hyper modernes même pour l'une d'entre elles, qui sont bien des figures de souffrance au quotidien. Donc ce que vous avez à gauche, ça va être l'hypermobile, c'est-à-dire que pour le coup, il y a une fatigue liée à la multitude des déplacements, et pour le logement est beaucoup moins investi que dans tous les autres groupes. Et de l'autre côté, des absents, c'est-à-dire que ça correspond à ces actifs qui travaillent en fait dans d'autres systèmes urbains, qui ne rentrent que pour le week-end, ou voire tous les 15 jours, et qui sont peu présents dans l'espace local. Alors les grandes caractéristiques sociales, je vais essayer d'accélérer. Les grandes caractéristiques sociales, un effet de genre qui est très net. Reclus et captifs sont plutôt des femmes. Les périphériques, les absents et les hypermobiles sont plutôt des hommes. Et pour les personnes seules, qui sont très peu nombreuses, une distinction entre des femmes qui sont très clairement repliées sur le logement et des hommes qui sont beaucoup plus villageois ou navetteurs. Mais la distinction principale, ça reste la distinction entre les familles et les isolés. Deuxième effet, un effet d'âge, une trajectoire générationnelle qui est très claire. Il y a d'une part un apprentissage spatial progressif pour les jeunes enfants. Il y a une aspiration à la ville des grands adolescents qui est évidente et qui fait qu'ils sont aujourd'hui de véritables captifs dans certains cas. Et de l'autre côté de la vie, on a une rupture induite par la fin de la vie active, un repli progressif qui accompagne le vieillissement. Et ce phénomène, c'est à la fois une trajectoire individuelle et donc également une opposition intergénérationnelle à l'instant T. Et puis, troisième dimension sociale, c'est l'opposition entre un habitus cultivé et un habitus populaire. Les cadres et professions intermédiaires sont essentiellement des multicompétents, quand les employés ouvriers sont plutôt des villageois. Deuxième hypothèse, la dimension spatiale des modes d'habiter. Le test sur périurbain proche, périurbain lointain est complètement négatif. Il n'y a absolument pas de différence en termes de mode d'habiter entre le proche et le lointain. Je pense que ça, c'est un résultat important. Et que par contre, la distinction, elle est beaucoup plus forte entre les grandes villes et les petites villes. Il y a bien un modèle de la grande ville où on a beaucoup de multicompétents et un modèle de la petite ville où on est plutôt avec des repliés, des villageois et éventuellement des périphériques. Il est probable qu'il y ait un troisième type qui soit la métropole francilienne, mais bien sûr, on n'a pas investigué cet espace-là. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de cette typologie à l'aune des mobilités durables ? Eh bien, d'une part, il faut tenir compte de la diversité des modes de vie, c'est-à-dire qu'en termes d'action, il faut vraiment être persuadé qu'il faut une pluralité de solutions, qu'il n'y a pas une solution unique, ça c'est vraiment presque une évidence. On peut observer aussi une contradiction entre le vivre ensemble, qui nécessite de la mobilité et durabilité environnementale, et ça peut poser un certain nombre de questions. On s'aperçoit aussi qu'au niveau des ménages, on est vraiment sur des investissements dans l'amélioration de l'habitat, et donc il faut penser la question de la mobilité
en lien avec ces questions d'habitat, et que concrètement, à l'heure actuelle, il y a assez peu d'effets sur les mobilités individuelles. La transition énergétique se traduit par peu de changements de manière de faire, de manière d'habiter, avec quand même deux effets qu'on est en train d'essayer d'investiguer de façon un petit peu plus précise. D'une part, on a émergence quand même de bassins de proximité depuis une quinzaine d'années qui est assez nette, et d'autre part, on s'aperçoit qu'il y a des formes de solidarité à l'échelle micro, à l'échelle du ménage ou des ménages, sur des formes de covoiturage ou de rationalisation des déplacements. Et donc actuellement, les réponses sont des réponses plutôt à l'échelle individuelle. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jean-Pierre Orfeuille, donc multipolarisation des emplois, diversification des pratiques de mobilité, mais en même temps ancrage, typologie des modes d'habiter périurbains. Quels sont pour vous, à partir de ces données très précieuses, les grands enjeux du périurbain pour aujourd'hui et pour demain ? Le premier, ce serait de ne plus parler du périurbain, mais des périurbains, hein, dans deux dimensions, la dimension spatiale et la dimension que vous soulignez, qui est tout à fait saisissante. Et je me demandais à quel type de typologie on aboutirait si on le faisait en ville. Mais je crois qu'il y a quand même un mot-clé très, très clair. Enfin, il y a deux mots-clés, hein, il me semble. Le premier, c'est la diversité des situations dans tous les domaines. Et le deuxième, c'est on va dire la recomposition de proximité d'une façon ou d'une autre, hein, qui ne sont plus les proximités pédestres, mais qui ne sont pas non plus cette espèce de métropole étalée sur des milliers de kilomètres dont on nous parle parfois et qui est peut-être pertinente dans d'autres continents, hein, d'ailleurs. Moi, votre typologie, elle m'a quand même beaucoup interpellé sur un point. C'est dans tous ces éléments-là, qui investit, les conseils municipaux, les associations, qui prend le pouvoir dans tout ça? Là, je peux vous répondre parce qu'on a relié ça à la vie sociale, non seulement conseil municipal, mais aussi action associative, ce qui est une forme d'implication relativement importante. Et on a effectivement les deux types qu'on retrouve de façon très, très courante, qui sont d'un côté les villageois. Ça paraît assez logique que, vu leur pratique intense du village, ils soient très, très présents dans ces associations, ces conseils municipaux, mais également les multicompétents. Et on a quand même des formes assez spectaculaires de gens qui arrivent et qui, en l'espace de 3 ans, arrivent justement à devenir maire de leur commune, parce qu'ils saisissent parfaitement la façon dont ça fonctionne et deviennent des piliers de la vie sociale dans un laps de temps très court. En même temps, cette forme d'ancrage, il faut bien voir qu'elle est tout à fait réversible, hein. Ce sont des gens qui sont tout à fait prêts, notamment lorsqu'ils ont des contraintes professionnelles, à déménager très facilement et à refaire finalement un travail d'ancrage dans d'autres communes. Satisfait de la réponse, Jean-Pierre Orfeuille? Tout à fait. Bon. Merci beaucoup. De la population